magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Journée mondiale de la radio ce 13 février. L'UNESCO appelle les stations de radio à promouvoir la diversité à la fois dans leur rédaction et sur les ondes. Outre sa mission de sensibiliser davantage le public et les médias à l'importance de la radio, la journée vise surtout à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Lutte contre le coronavirus au Togo, couvre-feu et bouclage, les mesures précédemment restreintes au Grand Aune concernent désormais l'ensemble de la région des Savanes. Une décision du gouvernement rendue nécessaire vu l'évolution des cas de contamination dans cette région. Au Bénin, la commission électorale autonome valide 3 tickets présidentiels et exclut 2 figures de l'opposition. Une opposition qui dénonce d'ores et déjà un scrutin verrouillé par le président sortant. Le réchauffement climatique est un phénomène de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures. Quelles en sont les causes? Quant aux conséquences, elles sont beaucoup plus profondes. Nous allons parler avec l'invité du jour, M. Komla Edou. Il est le coordonnateur national du projet 4e Communication nationale actualisée sur les changements climatiques. Et puis, à suivre aussi dans ce journal, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Depuis 110 ans d'existence, la radio s'est imposée comme un outil majeur de transmission de l'information. Mieux, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande écoute. Un an après la découverte des premiers cas de coronavirus, la radio prouve sa capacité à se transformer, à diffuser des informations fiables sur la pandémie, la promotion des gestes barrières pour éviter sa propagation. Charlotte Ahar. Où que vous soyez, la radio vous accompagne. Confinée, la radio ouvre au monde, à l'information sanitaire, à l'éducation, aux arts, à la diversité culturelle, etc. La radio est aujourd'hui devenue un outil précieux de transmission de l'information, un bien commun de l'humanité. Elle a su s'adapter aux nouveaux modes de vie et aux besoins de nos sociétés. Ce n'est donc pas un hasard si l'édition 2021 de la Journée mondiale de la radio est placée sous le thème « Nouveau monde, nouveau radio, évolution, innovation, connexion ». Ce thème rappelle combien ce média s'inscrit dans l'histoire de l'humanité en suivant les différentes évolutions de notre société et en adaptant ses services. À mesure que le monde change, la radio aussi. Ainsi, durant la pandémie de Covid-19, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation, de promouvoir les gestes barrières. La Journée mondiale de la radio veut sensibiliser davantage le public et les médias à l'importance de la radio. Elle vise notamment à encourager les décideurs à développer l'accès à l'information par le biais de la radio et à renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Depuis donc sa création, le nombre total de récepteurs de radio existants dans le monde a été évalué à 3,5 milliards contre 1,5 milliard de téléviseurs. Et la radio à l'ère du numérique constitue de nouveaux défis et moyens de transmission. Le numérique permet de faciliter l'écoute de la radio et d'en développer les moyens de diffusion. Comment mieux rentabiliser ce médium à l'ère du numérique? M. Toytom Amilete, enseignant en journalisme dans les universités du Togo. La radio doit s'adapter à la nouvelle donne, à la réalité actuelle. Comme on dit que l'Église, par exemple, doit faire son aggiornamento, ça veut dire que s'adapter en fait à l'époque. Aujourd'hui, avec le numérique, on ne doit pas se comporter comme si on était en fait en analogie. Ce sont les avantages que le numérique en fait apporte, et c'est pour cette raison que on doit profiter en fait de ces avantages. Ces avantages, c'est qu'aujourd'hui, si vraiment nous faisons le saut qualitatif en envers le numérique,
Ça veut dire que nous n'aurons plus une radiodiffusion, mais une radiovision, en ce sens que on peut regarder en fait les images, affecter en fait un visage à un nom, parce que désormais on verra les photos, vous verrez les journalistes, puisque les journalistes, les présentateurs, vous les verrez, ceux qui présentent, vous les verrez. Quand ils vont également en reportage, les vues, les photos qu'ils prendront, vous verrez également les photos, parce que aujourd'hui c'est devenu une radiovision où on a l'image, donc c'est important. Cela demande également de faire mieux, c'est quoi? Vous êtes radio publique. Aujourd'hui, il y a un inconvénient que nous notons au niveau des réseaux sociaux, c'est les fake news. Donc vous devez normalement à chaque fois reprendre ces informations qui sont fausses, faire des enquêtes autour et informer votre public que cette information, en fait, qu'on a donnée sur tel réseau social, c'est faux. Vous avez des preuves, ainsi de suite. Ainsi, vous allez gagner beaucoup plus en crédibilité. Ça fera que les gens, ils vous suivront. Hier, dans le cadre de cette journée, la division études et formation de Radio Lomé a organisé une journée à l'endroit des journalistes sur la notion de la paix. Il s'est agi à cette occasion de donner l'opportunité aux femmes et hommes de la station du plaisir de découvrir leur rôle primordial dans la recherche de la paix en situation de conflit. Geneviève Pognon. Construire la paix dans l'esprit des hommes et femmes à travers la radio, c'est autour de ce thème que les journalistes de Radio Lomé ont été édifiés sur la notion de paix. Il s'agit pour le communicateur d'exhorter ces hommes de médias à jouer leur rôle pour l'édification de la paix dans nos sociétés. Aimé Adi, directeur d'Amunsi International Togo, formateur. La paix est quelque chose que chaque individu désire d'abord lui-même, sa propre conscience et son propre devenir, avant même que cela ne se reflète dans toute la communauté. Et donc pour cela, il faut toujours rappeler à l'homme ce qui est important et ce qu'il peut faire pour qu'il puisse avoir la paix. Et donc dans ces conditions-là, les journalistes aussi ont besoin des notions de ce que c'est que la paix en vue d'aider les autres à pouvoir les préserver. Pour moi, la radio peut jouer ce rôle-là à travers ses propres programmes, en les diversifiant, mais aussi en créant les conditions des débats sereins et de contribution des citoyens en vue de la préservation de la paix. Après les échanges, les journalistes ont reconnu le rôle qu'ils doivent jouer pour l'ancrage de la paix dans les communautés. À travers cette communication, j'ai compris que le rôle de la radio en matière du changement des mentalités est fondamental. Du moment où la radio doit servir d'un moyen de communication, puisse sensibiliser et mieux sensibiliser aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans nos sociétés et tout ce qu'il y a lieu de faire pour sauvegarder la paix dans ces sociétés-là. Ce que j'ai retenu, c'est la place de la femme quand on parle de la paix. La femme est au centre de tout, mais ce que l'on doit retenir quand on parle de la paix, c'est dans l'esprit des hommes. Il faut construire la paix, il faut faire évoluer la paix à travers nos comportements, nos agissements et surtout nos productions sonores quand nous sommes à la radio. Pour Nikez Tokba, chef division études et formations à Radio Lomé, cette journée d'échange s'avère importante dans la mesure où elle contribue au renforcement des capacités des journalistes en matière de notion de paix. Nous avons voulu innover à travers la radio, puisque nous, hommes de médias, ne pouvons pas seulement rester dans les médias, dans les radios, pour donner l'information. Donc nous avons initié cette demi-journée de partage et d'échange pour amener les hommes de médias et les femmes à avoir en tête la notion de paix et à l'inculquer aux populations. C'est le 13 février 2011 que la conférence générale de l'UNESCO a proclamé cette date Journée mondiale de la radio. Toujours au plan national, deux institutions veulent faciliter l'accès des jeunes au financement. Un accord de partenariat a été signé hier entre l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement ANPGF et African List Togo. Sont concernés par ce partenariat les jeunes entrepreneurs des secteurs de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage et de l'artisanat. Ils pourront désormais bénéficier d'équipements leur permettant d'améliorer leur production. Madame Naka Nyasingbe de Souza, directrice générale de l'ANPGF. Lorsque ces entreprises ont besoin de financement, d'acquérir du matériel, des équipements pour augmenter la capacité de leur production, ils s'adressent à l'ANPGF. Et lorsque nous étudions le dossier et que le dossier est favorable, l'ANPGF met le financement à
African List Group qui met le matériel que veut acquérir le promoteur à sa disposition avec une option d'acquisition sans leasing. Donc, l'NPGF peut mettre également à la place de African List Togo une ligne de crédit pour permettre de financer des promoteurs qui ont été identifiés, donc comme un accord NPGF African List pour l'acquisition toujours des matériels et équipements. Nous avons également, en troisième lieu, un partenariat pour garantir le financement, les concours bancaires de African List Togo. Un tel partenariat a été rendu possible grâce à la politique de développement du gouvernement de faire de la promotion de divers secteurs. Monsieur Soussou Toussaint, directeur général de African List Togo. Nous avons noté que l'économie togolaise est tirée par certains secteurs essentiels, notamment le secteur de l'agriculture. Et comme le cœur du business de African List Togo, c'est d'aider les entreprises pour avoir plus de rentabilité, à s'équiper et avoir de nouvelles technologies. Et nous avons noté dans l'économie togolaise l'arrivée de PND, qui est un plan qui est en train de pousser African List Togo dans ses ambitions, dans ses réalisations. Ce partenariat est d'une durée d'1 an, mais renouvelable par tacite condition. L'Agence nationale de promotion et de garantie de financement ANPGF et African List Togo entendent, à travers ce partenariat, contribuer à la relance de l'économie nationale fortement touchée par la pandémie du coronavirus. Les responsables de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT étaient à un atelier depuis jeudi dernier à Sokodé. La rencontre de 3 jours qui s'est achevée ce samedi a été l'occasion pour les participants de dresser le bilan des activités menées en 2020. À Top Sokodé, Faram Akaka. Il s'agit au cours de ces 3 jours de travaux de partager les résultats de la campagne agricole 2020, de faire les analyses et ressortir les succès et les difficultés qui ont émaillé les activités et suivre la feuille de route pour la campagne 2021. L'objectif de cette réunion est de réadapter la stratégie d'intervention de l'ICAT auprès des acteurs de la chaîne de valeur face aux nouveaux enjeux et défis en retenant des approches et outils appropriés qui permettent de mieux s'affirmer sur le terrain au cours de l'exercice 2021 et de contribuer à la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2025 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. À l'ouverture de cette réunion, le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matiendou, a déclaré que l'agriculture est un vecteur de développement, de création, de richesse et d'emploi. Et pour y arriver, le préfet a invité les acteurs de cette réunion à mener des discussions franches et sérieuses et à formuler des vœux et recommandations s'inscrivant dans la feuille de route présidentielle 2020-2025. Pour le PDG de l'ICAT, Dr Ali Congo Ayefouni, les activités de la campagne 2020 ont été secouées par la Covid-19 qui a affecté les productions et les activités appui et conseil. Et pour les perspectives de 2021, l'ICAT doit s'aligner sur la feuille de route du gouvernement. Faram Akaka, agence togolaise de presse Sokodé pour Radio Lomé. L'école du service de santé des armées de Lomé a procédé ce samedi à une cérémonie de baptême des élèves officiers d'études médicales de la promotion 2019 et à la présentation au drapeau de la promotion 2020. Ces élèves officiers sont ainsi appelés au sens du travail bien fait, à la loyauté, à la disponibilité, au patriotisme et à l'abnégation. La promotion 2019 prend ainsi le nom de l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, feu colonel Mba Kofi Mbata. Les mesures de couvre-feu et de bouclage précédemment limitées au Grand Aune couvrent désormais l'ensemble de la région des Savanes. Cette décision du gouvernement fait suite à l'importante augmentation des cas dans la zone. Les nouvelles restrictions concernent aussi bien les préfectures du Grand Aune, à savoir Tone, Bendial Ouest, Sinkassé, Tandjouar, et que celles du Grand Aune, Oti et Oti Sud. Bodjuna Bassanta Gabriel à Top d'Apon pour des précisions. Face au pic de contamination au nouveau coronavirus, la Covid-19 au Togo, et plus particulièrement dans la région des Savanes, après les fêtes de fin d'année, le gouvernement togolais a pris toute une série de mesures pour porter un coup d'arrêt à ce virus. Un certain nombre de dispositions ont été prises dans ces services
pour accompagner les efforts du gouvernement dans cette lutte. Nous nous sommes intéressés à l'inspection des enseignements secondaires généraux de Dapaon, de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, délégation des Savanes, de la direction régionale du plan et de l'ANADEB Savane. Les responsables de ces différents services ont bien voulu nous parler de ce qui se fait. Nous sommes ici au niveau de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, région des Savanes. Les mesures prises par rapport à la pandémie Covid, au niveau du service d'abord, la mise en place d'un dispositif de lavage des mains, le respect de la distanciation sociale, le port de masque obligatoire pour tout agent. Pour les visiteurs, vous savez, au niveau de l'entrée, il y a le dispositif de lavage des mains. Les agents de sécurité sont là pour que chaque visiteur, lorsqu'il arrive, se prête à cet exercice de lavage de mains systématique, de port de cache-nez avant l'accès au bureau. C'est la sensibilisation pour rappeler que le mal existe, que c'est une réalité. Nous, au niveau de la direction régionale de la planification, depuis que le gouvernement a pris ces mesures, nous, on les respecte. On a mis à l'entrée 2 kits de lave-mains pour les étrangers qui viennent et pour nous-mêmes, avant d'entrer et avant de partir, on lave les mains. Le port des masques de babel, il est systématique. Quand tu es seul dans ton bureau, tu peux enlever pour travailler parce que l'organisme a besoin au moins de l'air pur. Mais dès que quelqu'un rentre, tu le portes avant de pouvoir parler à cette personne. Et ici, dans chaque bureau, nous avons mis du gel. Quand un visiteur arrive, la première des choses, vous lui tendez le gel, il prend, vous en prenez, parce qu'il peut te remettre un papier. Et en remettant le papier, tu as déjà transmis le virus. Mais en tant que responsable, quand on édite les lois, nous sommes les premiers responsables à promouvoir ces lois. Donc de temps à autre, moi je descends dans les bureaux, j'observe pour voir comment mes collaborateurs observent ces mesures-là. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, la délégation de la Savane, depuis l'existence de cette pandémie, personnel que nous sommes, nous avons toujours nos bavettes et aussi nos gels. Et vu que nous recevons beaucoup d'opérateurs, nous demandons à ceux-ci de toujours porter leurs bavettes avant d'avoir accès à nos bureaux. Et ceux qui sont un peu négligents, nous prenons soin quand même de leur amener à la raison. C'est des dispositions que chaque jour, nous ne cessons quand même de prendre. Et déjà, avec la disposition aussi de notre bureau, il y a une distanciation entre opérateurs et nous personnels. Il y a certains qui veulent quand même être un peu réticents. Leur appelons de toujours porter leur bavette avant d'avoir accès à tout bureau pour nous protéger et protéger aussi les autres. Nous sommes à l'inspection de l'enseignement secondaire de Dapaon qui couvre 3 préfectures. Nous avons, comme vous le voyez, environ 162 établissements. Donc, dans ces établissements, lorsque nous avons repris à la rentrée du 2 novembre, nous avons fait une tournée de sensibilisation pour s'assurer qu'il y ait au moins les dispositifs de lave-mains dans chaque établissement. Que chaque chef d'établissement a aussi prévu quelques flacons de gel au niveau de chaque classe pour que les professeurs et enseignants désinfectent leurs mains. Et nous rassurer enfin que tous les élèves, tous les professeurs portent le cache-nez et qu'ils les portent bien. À part cette tournée, nous avons organisé aussi des sensibilisations avec ces chefs d'établissement, les bonnes manières qu'il faut adopter pour que les mesures barrières soient respectées. Et à leur retour, ils dupliquent ces stratégies au niveau de leur établissement respectif. Agent togolais de presse d'Apaon, Bodiona Bassante Gabriel pour Radio Lomé. Et ces chiffres publiés hier, 12 février 2021 à 20h47, 70 des 1048 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total des cas positifs à 5757. 110 guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 4899. Le nombre de décès est de 80. Le nombre de cas actifs est de 778. À ce jour, un total de 218 125 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.
Les chefs d'État membres du G5 Sahel vont se retrouver à N'Djamena au Tchad les 15 et 16 février prochains. En raison du contexte sanitaire, le président français Emmanuel Macron participera au huis clos par visioconférence. Même méthode le lendemain, cette fois-ci pour la conférence de la coalition pour le Sahel qui réunira les différents partenaires étrangers. Un an après le sommet de Pau dans le sud de la France, celui de N'Djamena sera d'abord l'occasion de tirer un bilan des engagements pris. Emmanuel Macron attend de nouveaux gages politiques et militaires de la part des chefs d'État du G5 Sahel avant de trancher sur un éventuel réajustement de l'opération Barkhane. Présidentielle au Bénin, le président Patrice Talon affrontera des adversaires en avril. Selon la commission électorale autonome, seuls 3 dossiers de candidature au scrutin présidentiel d'avril prochain ont été retenus. Ceux du président Patrice Talon, de l'ancien ministre Alassane Soumanou et d'une figure dissidente de l'opposition, Korinti Kouhoui. Les grands noms de l'opposition se trouvent soit en exil ou condamnés à des peines d'inéligibilité leur interdisant de se présenter. Léontine Atogima. L'opposition dénonce un scrutin verrouillé par le président sortant, mettant notamment en exergue une nouvelle disposition de la loi électorale qui impose à chaque candidat d'être parrainé par 16 maires ou députés. Des partisans de Patrice Talon ont au contraire affirmé que les conditions étaient en place pour une élection équitable. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés peuvent déposer un recours à la Cour constitutionnelle qui publiera la liste définitive des candidats à l'élection dans une dizaine de jours. Des membres de l'opposition ont prévenu mardi que les conditions posées par le gouvernement du chef de l'État pourraient ébranler la crédibilité de l'élection. Aux législatives d'avril 2019, aucun des partis d'opposition n'avait été autorisé à présenter de liste et à l'issue des municipales d'avril 2020, boycottées par une partie des opposants, seuls 6 maires de cette mouvance ont été élus. Au moment de son élection en 2016, Patrice Talon avait affirmé vouloir faire un mandat unique avant de se rétracter et d'annoncer sa candidature mi-janvier. Merci à toi, Léontine Atogima. Au Tchad, 12 des 14 manifestants arrêtés il y a une semaine ont été jugés puis condamnés hier à 3 mois de prison avec sursis suite aux mobilisations contre un 6e mandat du président Idriss Déby. En dépit d'une nouvelle interdiction, les manifestants contre le 6e mandat du chef de l'État appellent à une 2e marche ce samedi. Et nous abordons la deuxième partie de ce journal invité. Forte augmentation de gaz à effet de serre dans la nature, des efforts restent à faire malgré les engagements des pays dans la lutte contre le réchauffement de la nature. Selon les spécialistes de l'environnement, ces gaz à effet de serre découlent de l'activité de l'homme, notamment la fabrication du charbon de bois, les feux de brousse, le fumage de poissons et de peau de bête, etc. Des comportements à éviter pour réduire les gaz à effet de serre, source du réchauffement de l'environnement. Monsieur Komlan Edou, coordonnateur national du projet 4e communication nationale actualisée sur les changements climatiques, est notre invité. Il est interrogé par Odette Bira. Monsieur Edou Komlan, bonjour. Bonjour madame. Les gaz à effet de serre, source de réchauffement climatique, inquiètent les spécialistes de la nature. Quel est l'impact de ces gaz sur notre environnement? D'abord, il faudrait qu'on comprenne la définition d'un gaz à effet de serre. On entend par gaz à effet de serre les constituants ou encore les composants gazés de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques. Quand nous parlons d'anthropique, c'est-à-dire humain, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge, ce que nous appelons gaz à effet de serre. Maintenant, quel est l'impact de ces gaz à effet de serre dans la nature? Il faut rappeler quand même que l'impact des gaz à effet de serre,
C'est une variabilité à laquelle s'ajoutent nos activités, les activités quotidiennes que nous appelons aujourd'hui les changements climatiques. C'est une variabilité naturelle du climat à laquelle s'ajoutent les activités humaines qui constituent les changements climatiques. Parce que les changements climatiques, leur cause, ce sont des gaz à effet de serre. S'il n'y a pas de gaz à effet de serre, la variabilité naturelle du climat ne devrait pas nous poser des problèmes. Maintenant, les activités humaines qui s'ajoutent à cette variabilité naturelle du climat impactent sérieusement sur la vie des hommes sur la Terre. Comment ces gaz sont-ils produits et jetés dans l'espace? Les sources de production de ces gaz sont diverses. D'abord, il y a les déboisements des forêts. Lorsque nous faisons la coupe du bois à la recherche du bois de chauffe ou bien du charbon de bois, nous contribuons fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous mettons à feu nos végétations ou bien nos forêts, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous laissons nos animaux en divagation aller brouter n'importe comment ou bien faire les déchets n'importe comment, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Les opérations de fumage des poissons que nous faisons et des peaux de bêtes, toutes ces activités contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Les déplacements des véhicules utilisant les hydrocarbures, le développement industriel, la technologie, lorsque la technologie n'est pas moins émettrice de GS, la plupart de ces technologies contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous faisons le brûlage des déchets, les déchets qu'on jette et que nous brûlons à l'air libre, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, madame, lorsque les déchets sont entassés et subissent une certaine condition, notamment la température et l'humidité, en termes de fermentation, ces déchets contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre. Alors, dites-nous, ces produits ont-ils un impact direct sur l'homme et les animaux? Les gaz à effet de serre, qui sont les causes des changements climatiques, et ces changements climatiques ont des conséquences aussi bien sur les vies humaines que sur la vie des animaux, impactent sérieusement tout ce qui est dans la nature. Quand vous prenez certains gaz que nous appelons l'hémioxyde d'azote, l'hémioxyde d'azote a un potentiel de réchauffement de 321 fois le carbone. Ça veut dire que c'est un gaz qui est très dangereux. Donc, tous ces gaz, que ce soit le CO2, le méthane ou l'hémioxyde d'azote, sont appelés des gaz directs et qui ont un impact direct sur l'environnement et par ricochet sur la vie humaine. Aujourd'hui, on parle d'un taux élevé de ces gaz. Est-ce qu'ils peuvent rendre la planète invivable? C'est tout à fait normal, madame. Il faut noter que depuis l'adoption de la Convention en 1992, le protocole de Kyoto en 1995, des efforts se font. Cependant, ces gaz, leur évolution est en augmentation perpétuelle. À travers le monde entier, en 2018, il y a un travail de la Convention qui montre que les émissions en termes de gigagrammes de CO2 équivalent ont atteint 37,100 millions de gigagrammes. Ça veut dire que c'est trop. C'est trop par rapport à l'année 2010, si nous prenons l'année 2000 comme l'année de référence qui nous a permis d'élaborer nos contributions déterminées où ce taux était environ à 210,21. Donc aujourd'hui, il y a une forte augmentation. Certes, il faut noter quand même que des efforts se font à travers les contributions déterminées au niveau national qui a amené la communauté internationale à se réunir pour adopter un accord qu'on a appelé l'accord de Paris sur le climat en 2015 lors de la COP 21. Il faut noter que chaque État s'est engagé à contribuer à hauteur de ses possibilités, bien sûr, à la limitation du réchauffement global de la température. Force est de constater que la synthèse de tous les efforts de tous les pays du monde entier ont montré que beaucoup reste encore à faire. Puisque la synthèse est au-delà des 2 degrés Celsius que nous envisageons. Ou encore moins pour l'Afrique, parce que l'Afrique a bien soulevé lors de la COP que au-delà de 1,5, c'est que la vie ne peut plus être facile ou bien utile sur la Terre pour les Africains, du haut réchauffement global de la planète. Donc, au-delà des 4 degrés, ça veut dire que des efforts restent encore à faire. Il y a évidemment augmentation perpétuelle des émissions, ce qui nous interpelle tous, madame. Monsieur Hidou, qu'est-ce que chaque individu sur Terre doit faire pour réduire la production de gaz à effet de serre? Chaque individu doit prendre au sérieux le problème de réchauffement global de la planète en contribuant aux efforts d'atténuation des émissions. Et ceci en adoptant un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire que, vous savez, depuis 1967, par exemple, où le Togo s'est engagé dans
le reboisement chaque 1er juin. Donc il faut que ces efforts soient poursuivis parce que seul l'arbre a la capacité de séquestrer du carbone. Donc le reboisement est très important. Il faudrait que nous renforçons le processus de reboisement, ce que le ministère de l'Environnement fait quotidiennement. Et il y a un programme aujourd'hui de reboisement où le ministère envisage reboiser à hauteur de 25% de la superficie forestière d'ici 2025. Ce sont des initiatives très louables que tout acteur doit appuyer, que ce soit le privé, que ce soit organisation de la société civile ou encore ONG ou encore de la recherche, tout le monde doit contribuer à cet effort. Il faut aussi protéger nos forêts et nos ressources, œuvrer pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Ce qui se fait, ça il faut l'avouer, que le gouvernement togolais s'est engagé dans un processus depuis 2010 dans le cadre de l'efficacité énergétique à travers le projet Puris et le projet CISO, théoriquement en 2015-2016, qui vient à point nommé renforcer nos efforts en matière d'énergie renouvelable. Il faut aussi la promotion et la pratique de l'agriculture respectueuse de la nature, c'est-à-dire que l'agriculture qu'on appelle l'agriculture Community Smart Agriculture, c'est-à-dire qu'une agriculture qui est respectueuse du climat. On doit produire en respectant le climat. Il faut promouvoir l'utilisation des engrais biologiques, ce qui se fait fondamentalement dans beaucoup de localités aujourd'hui au détriment des engrais chimiques. Il y a aussi l'utilisation des pesticides et les herbicides, tout ce qui se fait, il faut que ça soit respectueux de l'environnement. L'utilisation des technologies moins émettrices au niveau des unités industrielles. Il faudrait que les unités industrielles qui doivent s'installer sur notre territoire puissent respecter les engagements pris au niveau international en termes de transfert de technologie, en termes de technologies moins émettrices de gaz à effet. Il faudrait quand même qu'on limite la prolifération de nos déchets. Oui, on doit mieux gérer nos déchets. La limitation des feux de végétation ou bien des feux de brousse, c'est très important. Quand vous mettez à feu les forêts, quand vous mettez à feu les végétations, tout ce qui s'use là, ça contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui est fait au niveau national pour réduire le réchauffement de la planète? En prélude à la COP 21 de Paris, tenue en 2015, le Togo a préparé un document appelé Contributions prévues déterminées au niveau national, qui est aujourd'hui devenu les contributions déterminées au niveau national après sa ratification. C'est un document qui renferme des informations aussi bien sur les émissions du Togo et sur les politiques et les mesures que le Togo va mener pour atténuer ces émissions. Et donc le Togo s'est engagé à travers ce document à contribuer à l'atténuation ou bien à la limitation du réchauffement global de la température en deçà de 2 degrés C, ce qui est prôné par l'accord de Paris sur le climat. Donc, le Togo n'est pas resté bras croisés. Madame, je vous rappelle que depuis que le Togo a signé et ratifié la Convention et le protocole de Kyoto, le Togo s'est engagé dans la mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. À travers d'abord l'élaboration régulière de ces communications nationales et des rapports biennaux, le Togo a produit une première communication nationale en 2001, une deuxième communication nationale en 2010, une troisième communication en 2015 et aujourd'hui nous sommes à notre 4e communication nationale en 2021, qui sera bien sûr soumise à la communauté internationale, plus précisément au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique d'ici la fin de l'année 2021. Tous ces documents informent la communauté internationale sur les efforts que le Togo fait en matière de contribution à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et les politiques et les mesures qu'il prend pour réduire la vulnérabilité de ces communautés à travers les inventaires de gaz à effet de serre. Parce que le Togo produit les inventaires de gaz à effet de serre, tous ces gaz à effet de serre dont nous parlons, et le Togo communique à la communauté internationale ces émissions et en prenant une série d'années de 1995 jusqu'à 2018. Pour le présent, c'est de 1995 à 2018. Et aujourd'hui, les émissions de 2018 pour le Togo sont disponibles. En 2018, les émissions du dioxyde de carbone sont de 25 290,53 gigagrammes de CO2 équivalent. Donc, c'est ces efforts qui nous permettent de dire qu'à ces émissions-là, il faut entreprendre des actions pour atténuer, soit des actions pour renforcer la résilience de nos communautés pour pouvoir lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatiques. Dans le secteur de l'énergie, les mesures envisagées ont consisté à porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 50%. Et ces mesures doivent contribuer à réduire efficacement les émissions de gaz à effet de serre de 8% à l'horizon 2030. Dans le secteur, par exemple, des transports, la part des véhicules électriques dans la vente annuelle
industriels, véhicules neufs sera porté à 3% à l'horizon 2025. Je rappelle qu'il y avait des tests, des décrets qui ont été pris dans ce secteur pour contribuer, bien sûr, par rapport à l'importation des types de véhicules dans notre pays. Vous savez que l'âge de véhicule est très fondamental dans les émissions de gaz à effet de serre. Dans le secteur de la foresterie, il faut rappeler qu'il y a un programme de reboisement qui se fait et chaque année, des efforts se font chaque 1er juin et au-delà de chaque 1er juin, des efforts ont été faits par exemple en 2020 où chaque préfecture devait reboiser jusqu'à 1000 hectares. Vraiment très important à souligner ici. Il y a la promotion des reboisements privés. Au niveau de l'agriculture, il faut dire que des efforts sont consentis dans l'agriculture biologique et l'agroécologie. Outre ces efforts, le pays vise aussi à travers la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, une croissance du produit intérieur brut agricole d'au moins 10% à l'horizon 2026. Monsieur Edou Komla, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du projet 4e communication nationale et 2e rapport biennal actualisé sur les changements climatiques. Pour conclure, quel est le degré de réchauffement de la planète? La planète se réchauffe. Et aujourd'hui, l'augmentation moyenne est au-delà de 4%. Ça veut dire que ceci nous interpelle tous. La moyenne de la température au niveau du Togo est par exemple de 27. Et donc si l'évolution ou bien la température au niveau du Togo, la température moyenne doit augmenter, il ne faut pas que ça dépasse 29 degrés. De sorte que quand nous allons faire la différence de 27 à 29, nous ayons une température qui soit en deçà de 2 degrés. Pour contribuer efficacement aux efforts mondiaux de limitation du réchauffement global de la planète. Merci, messieurs. Madame, c'est à nous de vous remercier. Écho du palais. Le braquage désigne l'action de braquer, c'est-à-dire l'action d'agresser une personne ou un groupe de personnes au moyen d'une arme à feu. 2 individus qui se sont rendus coupables de ce forfait ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Les faits se présentent comme suit. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2014, aux environs de 2 heures du matin, les nommés Kofi et Kodjo, armés de machettes, sillonnaient à dos de leur motocyclette les artères de Lomé en vue d'opérer des vols. Chemin faisant, ils se sont retrouvés dans le quartier Idranawe où ils ont aperçu 2 personnes de nationalité étrangère qui conversaient à la devanture d'une maison aux côtés de leur voiture. Ils se sont approchés d'eux, machette à la main, leur réclamant tout ce qu'ils avaient en leur possession. Ces derniers ont pu, par leurs cris, ameuter les voisins du quartier ainsi que les agents de la force publique qui n'ont pas tardé à arriver sur les lieux. Dans leur tentative de fuite, Kofi a été abattu. Kodjo, lui, a réussi à s'échapper avec la motocyclette pour se rendre au domicile de Nikabou pour lui narrer leur mésaventure. Ils sont ensemble retournés sur les lieux du crime avant de revenir à la maison où, sur instruction de Kodjo, Nikabou a pris soin de nettoyer les traces de sang qui se trouvaient sur la motocyclette. Quelques jours plus tard, ils ont été interpellés par la police. Interrogés tant à l'enquête préliminaire qu'à l'instruction, Kodjo a reconnu les faits et a déclaré avoir l'habitude de commettre des braquages avec Kofi et d'autres personnes et que le nommé Nikabou opère aussi souvent avec Kofi qui a été abattu. Nikabou, quant à lui, a donné les mêmes versions des faits en soutenant qu'il n'était ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Tout compte fait, les 2 ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises à Lomé. L'avocat défenseur, maître Gongo Elias, dénonce la condamnation de l'accusé Nikabou. Mais la Cour n'a pas fait d'analyse de façon aussi approfondie à ce point. Il faut revoir vraiment la composition de la Cour en matière des assises. Que ce soit des gens d'un niveau très élevé, des gens qui ont un peu la culture du droit, et que ce ne soit pas des gens qu'on pioche comme ça par ici, par là, pour venir juger les accusés. C'est vraiment très regrettable pour la Cour. Moi, je ne suis pas d'accord. Sport, cyclisme, préparatif des prochains tours cyclistes du Togo.
La Fédération togolaise de cyclisme a organisé ce samedi à Lomé une sensibilisation des responsables des clubs sur les mesures appropriées pour éviter la contamination au Covid-19 lors des tours cyclistes. La rencontre a été animée par le médecin Kouvaï Damien. Au micro de Sylvie Lanson, Kouvaï Damien précise le contenu de sa communication à l'endroit des clubs cyclistes du Togo. Nous avons fait cet atelier aujourd'hui par rapport au protocole sanitaire pour la reprise du cyclisme dans le contexte de la pandémie à coronavirus. Comme vous le savez, le coronavirus a immobilisé les populations, a immobilisé les cyclistes. Dans le contexte de la reprise, le ministère des Sports a émis des règles à respecter. Nous sommes venus ce matin rappeler aux cyclistes, aux encadreurs, aux responsables de la Fédération togolaise de cyclisme des règles de base. Se protéger avec un masque, laver souvent les mains, faire une distanciation sociale, mais pratiquement ou spécifiquement au cyclisme, il y a des pratiques qui se faisaient qui sont à revoir. La première pratique au cours du cyclisme, c'est que les cyclistes se passent très souvent les bidons d'eau. Je bois et l'autre a soif, je lui passe le bidon d'eau. Nous avons rappelé aux cyclistes que ça doit finir, ça doit s'arrêter. Et au niveau également de l'organisation, les cyclistes ont l'habitude de se regrouper et sans masque et tout le reste. Nous avons l'obligation de leur rappeler les distanciations sociales. Au cours de l'activité du cyclisme également, au niveau des arrivées, il y a la remise de trophées. Les remises de trophées se font avec des hôtesses, avec des embrassades, avec des bises et tout le reste. Aujourd'hui, il est interdit de faire les embrassades, de faire les bises et le protocole est à revoir. Au niveau du marquage des sols, les commissaires sont souvent groupés pour effectuer le marquage au sol ou pour la remise des dossards. Éventuellement, ils font l'effort d'être ensemble pour faire le marquage au sol, la remise de dossards. Tout ce processus doit être revu afin de limiter autant que possible les attroupements. Les tests PCR sont obligatoires aujourd'hui, donc nous allons faire les tests PCR pour tous les cyclistes au début des activités comme à la fin. Et au cours de l'activité, le suivi va être fait de manière très rigoureuse. La prise de la température, la surveillance des signes liés au Covid pour que nous limitions au maximum les risques d'infection au cours de l'activité du cyclisme. Et pour boucler ce magazine pluriel, la revue de presse, elle revient ce samedi sur la situation de la pandémie du Covid-19 au Togo, notamment sur les dispositions préventives prises contre le mauvais et irresponsable comportement de certains citoyens. À la une des parutions également, la rencontre du chef de l'État avec les troupes de l'opération Kondouar dans la région des Savanes. Revue de presse, Léontine Atogima. Fort Gnassingbé remobilise les troupes de l'opération Kondouaré, titre Togo Matin. Selon le quotidien privé, le chef de l'État s'intéresse au volet sécuritaire car la question aujourd'hui n'est plus de savoir si le terrorisme constitue une réelle menace pour le Togo. Celle qui doit être posée est de savoir comment faire pour éviter que les extrémistes s'en prennent au pays, poursuit le journal. Le dialogue renchéri, le chef de l'État s'est rendu à la base de l'opération Kondouaré pour échanger avec la troupe sur la situation actuelle, les féliciter et les encourager par rapport au travail qu'ils abattent. La question de la menace terroriste est un sujet d'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Sous menace d'attaque dans le golfe de Guinée, le président de la République a voulu rassurer les citoyens, remarque Vision d'Afrique dans cette démarche du premier responsable de la sécurité du peuple. Fort Gnassingbé se préoccupe également de la situation sanitaire de son pays. Covid-19, réforme institutionnelle, lancement officiel du thème de l'année, renouvellement de l'instance dirigeante à l'ordre du jour du 34e sommet de l'UA. Le chef de l'État y a pris part par visioconférence, rappelle Méga Info. Le président Faure et ses pairs ont planché sur la crise sanitaire et les réformes institutionnelles, ajoute Forum de la semaine. Parmi les réformes 2021-2031 décrétées par l'UA, décennie des racines africaines et des diasporas, une proposition de Fort Gnassingbé adoptée par l'Union révèle l'Union pour la patrie. Art, culture et patrimoine africain était le thème retenu pour cette 34e session qui s'est déroulée le week-end dernier par visioconférence. La situation sanitaire actuelle dans le monde, notamment l'unité africaine face au Covid-19, le sujet n'était pas en reste. Au Togo, la coordination nationale de gestion et de riposte contre le Covid-19 durcit le ton. Des faussaires de certificats négatifs et responsables de boîtes de nuit défaillants sont aux arrêts grâce à une technique bien définie pour ne laisser
aucune place à la fraude, relate Togo Presse qui rajoute la coordination exhorte au respect scrupuleux des mesures barrières et restrictives. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce magazine Pluriel. Merci de l'avoir suivi et prochain rendez-vous avec l'information, c'est tout à l'heure à 14h. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg